Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la culture du fitness, du gym, de l'entraînement physique. Je reçois comme expert Hugo Lecavalier, qui est coach en entraînement physique, qui est fondateur de l'entreprise Evo, une entreprise qui vise à accompagner les gens en coaching dans l'entraînement physique, mais également dans les sphères de l'activité physique et à avoir des meilleures habitudes de vie. Et on a vraiment une discussion extrêmement passionnante sur qu'est-ce qui a changé entre la vision de la culture du fitness dans la pratique d'Hugo avant versus après. Donc, toutes les notions d'entraînement qui sont très axées sur l'apparence physique. L'idée que les gens arrivent souvent dans la culture du fitness avec l'idée de vouloir perdre du poids, de contrôler l'alimentation et tout ça. On a essayé de faire un tour d'horizon de qu'est-ce qui cloche avec l'industrie du fitness et d'essayer de ramener ça vers une discussion plus scientifique sur qu'est-ce que la science nous indique de faire par rapport aux meilleures approches pour motiver les gens et adopter des comportements qui sont sains et durables à long terme pour la santé physique, mais aussi pour la santé psychologique, donc pour la santé globale. Donc, vraiment une discussion qui est riche, qui est nuancée et qui témoigne de l'évolution de comment cette industrie-là doit changer avec le temps. Hugo, c'est un excellent exemple de quelqu'un qui est un leader dans cette industrie-là par rapport à faire changer les choses. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont apprécier cette conversation. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode sur la culture du fitness avec Hugo Lecavalier. Alors, on est parti ce matin pour un autre épisode avec Hugo Lecavalier. Comment ça va ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. On fait un échange de visibilité, échange de podcasts ce mois-ci. Fait que ça me fait plaisir de te recevoir. Puis, ce sera avec plaisir à mon tour d'aller sur ton podcast dans les prochaines semaines. Fait que peut-être que la diffusion sera simultanée. Ouais. Fait que si les gens veulent nous entendre dans une deuxième conversation différente, ils pourront aller découvrir ton podcast. T'es coach en entraînement physique, t'es également fondateur de l'entreprise Evo, qui est une entreprise qui fait du coaching, entre autres, pour l'entraînement physique, mais qui essaie aussi d'aider les gens à développer un mode de vie sain, un mode de vie actif. Fait que tu as assurément des passions qu'on partage au niveau de la santé, au niveau de l'activité physique, au niveau de la longévité aussi dans ces processus-là. Ouais. Puis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu connais bien, un monde dans lequel tu as les deux mains, les pieds dedans. On va parler du monde du fitness, de la culture du fitness. Ouais. Puis peut-être de faire un tour d'horizon sur qu'est-ce qui a évolué dans cette culture-là, comment on voyait l'entraînement physique en musculation dans le gym avant versus est-ce que maintenant, avec la science qui nous donne beaucoup plus de réponses à comment on devrait changer les habitudes de vie des gens, ça va permettre d'avoir une discussion très nuancée puis de voir comment l'évolution de cette culture-là a pu, devrait évoluer finalement, comme toute pratique en santé. Puis, tu sais, qui dit habitude de vie, qui dit entraînement, il faut absolument avoir en tête la psychologie. Fait que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse. Tu es actuellement aux études en faisant une majeure en psychologie. Fait que je pense que tu as un peu intégré toute cette sphère-là parce que veux pas, quand on travaille avec l'être humain, c'est comme la psychologie, on dirait que c'est comme le bloc fondateur sur lequel on doit s'appuyer. Ouais. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis je pense que ça va être une conversation très, très utile puis très intéressante pour les gens pour peut-être voir la culture du fitness d'un angle différent. Ben, merci de l'invitation. C'est un honneur d'être ici. Ça fait vraiment plaisir. Toi, d'emblée, tu sais, on avait déjà échangé pour essayer de voir c'est quoi l'angle qu'on utilise pour aborder le podcast. Il y a une différence entre comment tu approchais l'entraînement physique avec ta clientèle avant versus après. Toi, quand tu regardes ce qui a le plus changé dans ta façon d'être un coach en entraînement physique, c'est quoi les plus grands principes, peut-être même des croyances ou des opinions que tu avais avant que tu as le plus remis en question puis que tu as mis à jour? Ouais, ben avant, je pense qu'on était... Tu sais, quand je suis rentré dans le monde du fitness, tu sais, c'était très le physique, puis tu sais, c'était que ça. C'est que, tu sais, mettons, un client venait, c'est comme tu veux perdre du gras parfait, mais on sait comment ça marche, tu sais, bouge plus, puis mange moins, puis c'est bien facile, entre guillemets.
c'est comme l'entraînement, là, Jim, fais ton cardio. Puis, on intégrait des photoshoots. C'était bien la mode là, dans notre milieu. Là, les compagnies qui font des photoshoots. Puis là, ça te fait du bon marketing. Puis, Fait que tu mets des photos avant-après. Les gens, ils voient la transformation physique. Ils s'identifient. Puis là, ils se disent, moi aussi, je veux ça. Exact. C'est vendeur. Puis même si toi, tu le fais en tant que fondateur, là, ça te donne un bon marketing. Puis tout, on était beaucoup là-dedans avant parce que c'était ça dans le milieu. C'est comme si tu veux différencier. Toi, en tant que coach, il faut que tu sois en shape. Puis il faut que tu aies des bons avant-après, parce que c'est ça qui vend le plus. Fait que je te dirais qu'avant, on était beaucoup dans comme le physique, les photoshoots, puis toute la restriction. Puis non, aller jouer au tennis, c'est pas un cardio. Fait que faut être sur le tapis. Sur le tapis, c'est ça un cardio. On était beaucoup, beaucoup là-dedans. Fait que je dirais que le avant était très focus physique, très rigide, un peu de flexibilité. C'est vraiment là-dessus. Là. Puis c'est quoi, à quel moment tu as réalisé que finalement, si mon objectif, c'est d'aider les gens à améliorer leur santé, si c'est ça les valeurs que j'ai, à quel moment tu as réalisé qu'il y a peut-être quelque chose dans la méthode qui ne marche pas? C'est quoi que t'as-tu vécu des échecs? Est-ce que tu te butais à certains murs qui t'a fait dire il y a peut-être quelque chose à repenser dans cette façon d'approcher les gens? Ouais, mais je me rendais compte que, je coach depuis début 2017. Je voyais tout le temps deux phénomènes. Un, les gens avaient souvent de la difficulté à comme faire les comportements santé, fait que ce soit aller au gym, marcher, et bien manger. Mais même s'ils savent, il y a la difficulté à le faire. Puis là, il n'y a comme pas de résultat. Puis là, j'étais comme, OK, il manque de constance, mais je connais pas la psycho, ils sont pas disciplinés. Fait que ça doit être ça, tu sais. Il y a ce phénomène-là, puis l'autre phénomène, c'est que pendant que je les coachais, ça allait bien. Il y a des résultats, puis tout. Ils arrêtaient d'être coachés, je les revois 1 an, 2 ans après, ils ont tous repris. Et ça, je voyais ça de moi, mais je voyais ça comme... C'était ça, là, dans le fitness. Comme tous les coachs dans le fitness, c'est un peu comme ça qui se passe, puis ils le savent. Fait que ces deux phénomènes-là, j'étais comme, c'est normal, il y a des gens qui sont disciplinés. Ils le veulent pas assez. Manque de volonté, ça doit être ça. Fait que c'était beaucoup ces deux phénomènes-là que je voyais, puis que j'étais comme, il y a de quoi, à quelque part, je peux pas croire, qu'il n'y a pas un rationnel scientifique qui pourrait me permettre d'expliquer ça, puis si je le comprends, je peux peut-être travailler là-dessus pour changer ça, puis justement que les gens gardent le résultat puis sont constants. Ouais. Puis ça a été quoi ce pont manquant? Mettons, si tu avais attribué comme le gros morceau du puzzle qui manquait, maintenant, tu dirais que c'est quoi? J'ai fait une formation en psychologie, puis le week-end numéro 3, c'était sur la théorie de l'autodétermination, donc la motivation. Ouais. Je me rappelle, là, ce week-end-là, j'ai fait tout le monde va dire, les clients, je suis pas motivé. Là, cette formation-là m'a fait OK, non, mais il y a de la science en arrière de ça. Ouais, il y a de la science qui explique qu'est-ce qui fait que les gens peuvent maintenir ou pas certains comportements à long terme. Exact. Là, j'ai fait OK, attends une minute. C'est juste ça, que je vois comme enjeu au niveau des gens. Fait que j'étais comme, ça explique beaucoup de choses. Fait que à partir de ce week-end-là, ça a vraiment comme changé. Le début de, on va slacker ces photoshoots, mettons. Ça a commencé direct là en mode, surtout les sous-types de motivation. Ouais. Quand j'ai vu que tout ce qui était plus physique, les photoshoots, ces affaires-là, c'était plus un sous-type de motivation contrôlée. Ouais. Je sais que ça, c'est plus, moins de bien-être, plus de rigidité, etc. J'étais comme, non, je peux pas continuer à faire des photoshoots, moi, là. J'étais en train de créer le problème que je vois, dans le fond, qui manque de constance. C'est comme, je comprends qu'ils réussissent le photoshoot, mais après ça, ils reprennent tout, mais c'est moi qui le crée en mettant ce focus démesuré sur le physique. Ouais. Après ce week-end-là, ça a commencé tranquillement à faire, OK, les photoshoots, peut-être plus, puis ça s'est fait tranquillement, là, on parle de ça en 2023, là. Fait que, parce qu'on peut pas changer du jour au lendemain 100% de notre pratique. Puis ça, c'est confrontant aussi, là, parce que tu réalises que comme tu as une façon d'approcher les choses que tu dois repenser, ça demande de la structure, ça demande de la formation, tu as des employés avec toi aussi, fait que il y a un aspect de formation d'équipe aussi. Il faut que tu aies toi-même tes propres motivations à modifier tout ça. Là, fait que c'est quand même, c'est un gros morceau. Là. Ouais. Ça a pris du temps. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, tu
ben, il y a beaucoup de liens à faire avec certains épisodes que j'ai déjà fait, entre autres un épisode très populaire avec Jacques Forêt sur la motivation, justement. Épisode 11, j'ai son livre. D'habitude, son livre, il est ici, mais là, il est dans la bibliothèque juste à côté que les gens ne voient pas. Moi, quand j'ai connu Jacques Forêt, quand j'ai connu la psychologie de la motivation, pour mon travail comme physio, qui est d'influencer les comportements des gens, que ce soit pour changer des habitudes, changer des mouvements, faire des exercices, changer de la posture, peu importe, j'ai réalisé que ne pas comprendre la science qui explique comment le cerveau humain s'organise pour créer de l'énergie pour maintenir et continuer certains comportements, c'est un énorme morceau du casse-tête qui me manquait dans ma pratique. Puis je comprenais pourquoi, un peu comme toi, tu étais comme, pourquoi les gens arrêtent une fois qu'ils sont plus là? Ben moi, j'ai compris pourquoi les gens se reblessent après ou pourquoi les gens font pas leurs exercices alors que je leur dis, tu sais que c'est important, les exercices. As-tu fait tes exercices? Pourquoi tu les as pas fait? Et j'avais juste pas les connaissances pour comprendre qu'est-ce qui fait que les gens adhèrent pas. Et comme toi, je disais à mes collègues, ce patient-là manque de discipline, ce patient-là veut pas s'aider, ce patient-là valorise pas sa santé, alors que c'est mal comprendre ce qui explique pourquoi les gens arrivent pas à faire certains comportements. Fait que je vois vraiment des ponts dans ma progression personnelle comme clinicien entre le début de ma pratique puis maintenant, puis un peu comme toi, le cheminement de mettre à jour sa façon d'approcher les choses, sa façon de pratiquer, tu sais. Puis, tu sais, comme quand tu parles de photoshoot avant-après, c'est comme si on essayait d'utiliser ça comme vitamine pour stimuler le comportement des gens, alors que comme tu dis, quand tu comprends les différents types de motivation, tu réalises que plus ta source, elle est fixée sur l'extérieur, tu sais, le regard des autres, le physique, l'apparence, le paraître, l'ego, ben, moins il y a de chances que ça fonctionne. Exactement. Fait que les premières étapes de changement, ça ressemblait à quoi dans ta façon d'approcher l'entraînement avec les gens? Par quel morceau tu as commencé, sachant qu'il y a comme tellement de choses qu'on peut faire quand on comprend la science de la motivation? Ouais. Ben, ça a été d'arrêter, comme j'ai dit, mettre autant de focus sur le physique. Fait que, tu sais, on a arrêté photoshoot au début. Puis je me rappelle, ça fait comme 1 an et demi peut-être, j'avais fait affaire avec une entreprise de coaching pour mon entreprise. Puis la personne, elle me disait, ah, mais là, pour comme augmenter tes ventes, on va mettre des avant-après. Je suis comme, non, on mettra pas d'avant-après. Non, mais ça prend ça. Je suis comme, tu comprends pas, ça se fera pas. Je suis comme, c'est exactement ça qui va faire que les gens vont rentrer avec la mauvaise source de motivation chez nous. Je suis comme, je ferai pas ça. Puis c'était comme vraiment dur à comprendre, cette personne-là, que, ah non, comment ça qu'il mettra pas ça? Fait que ça a été un switch, plus de photoshoot, plus de, je vais mettre un avant-après. Fait que le focus sur le physique a été vraiment comme mis de côté. Ça a été un premier affaire. Puis après ça, ben, plus j'ai continué d'apprendre là-dessus parce que j'ai trippé sur cette théorie-là, plus j'ai vu que si tu veux justement des raisons plus autonomes de t'initier dans ces comportements-là, ben il y a une notion, il faut que tu te connaisses. C'est pour ça qu'on voit aussi en recherche que plus tu vieillis, plus tes motivations tendent à aller vers plus autonome parce que tu te connais de plus en plus, tu sais plus que tu veux. Puis, fait que quand j'ai réalisé que c'est comme plus tu as de connaissance de toi, plus tu as des buts à toi, tu as des projets que t'aimes de façon intrinsèque, ben plus tu es capable de lier ça. T'sais. Fait que c'est là où j'ai commencé à beaucoup parler de l'importance d'avoir des buts, d'avoir des passions dans sa vie, parce que ça nourrit le fait de ben tu sais, bien manger, mettons, mais ça va être bon, je vais avoir de l'énergie pour tel projet qui me tient à cœur. Versus ouais, là, faut que je mange bien, faut que je perde du poids. Fait que j'ai commencé vraiment à mettre un gros accent sur le développement des passions, avoir des buts, avoir une vie qui nous ressemble. Satisfaisante. Exact. Parce que si on a ça, ben, les raisons d'avoir des comportements en santé, ben, sont beaucoup plus autonomes. Oui, tout à fait. Fait que ça a été, je te dirais, les deux plus gros switch. C'est intéressant parce que quand quelqu'un va rencontrer un coach pour, de façon simple, souvent, le premier but, ça va être perdre du poids ou avoir une meilleure shape, apparence physique. Le premier objectif, souvent, va être relativement superficiel. Les gens ne s'attendent pas à ce que le processus soit de passer par « OK, mais c'est quoi que tu aimes dans la vie? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes objectifs quand tu te projettes à long terme? Pourquoi tu penses que perdre du poids va
te rendre plus heureux ou améliorer ta santé, pourquoi tu veux avoir l'air de ce physique-là. Ça amène les gens à des questions qu'ils n'ont jamais eues dans certains cas. Fait que, est-ce que toi, tu as vécu cette expérience-là de patients qui disent « Hey, c'est la première fois que je suis en entraînement physique, en coaching, avec l'idée que ce qu'on va faire, c'est juste me rendre dans la plus belle shape au monde, mais que finalement, je me fais poser des questions puis je me fais réfléchir d'une façon que j'ai jamais eu à faire dans le passé. » Ouais, ben les gens, je te dirais même encore aujourd'hui, je ressens cette friction-là dans le marché de comme non, mais moi, je veux perdre 20 livres. C'est juste ça que je veux. Je m'en fous là, de ton affaire là, de développement de passion. J'ai fait un programme de 6 semaines là, avec la diète miracle ou toi, avec ton affaire de développement de passion, c'est comme je vais aller vers l'autre. Fait que, tu sais, ouais, puis, mettons, avec mon podcast, je parle beaucoup de ça. Fait que souvent, les gens viennent de là. Ils sont déjà conscients que c'est souvent pour ça qu'ils me choisissent en mode exact. Hey non, moi j'aime ton approche, le fait d'avoir des résultats qui sont à long terme, que ce soit sain. Fait qu'ils sont pas surpris que je parle de ça, mais c'est sûr, au début, mettons, ils étaient un peu réticents. Puis encore là, je sens que le marché est pas 100% prêt à ça. Ben honnêtement. Mais c'est sûr que ça reflète pas la moyenne du marché. T'es vraiment. T'es un. C'est quoi le terme en français? T'es un outlier, là, un peu. Là. T'es comme. Bref, j'oublie les termes, mais tu comprends ce que je veux dire. T'es différent. Le mouton noir, c'est ça, exactement. Fait que t'es comme le mouton noir dans cette entreprise-là. Peut-être qu'il y en a qui le font plus, tu sais, mais des fois, souvent, c'est des gens qui vont avoir d'emblée parti leur entreprise avec ça s'il y avait ces notions-là avant, versus toi, tu as vraiment comme une transformation de ta façon d'approcher la science de l'activité physique avec les gens. Fait que c'est sûr que ça doit clasher, tu sais, entre autres, il faut avoir une visibilité en ligne. Les médias sociaux, ça fait partie de ton travail. Le podcast, c'est une des façons de faire rayonner cette idée-là, cette culture-là. Mais les gens, quand ils tombent sur toi, alors qu'ils sont habitués de voir les autres dans le monde du fitness, il doit avoir un certain clash. Fait que toi, est-ce que c'est quelque chose que les gens te disent puis que tu as à avoir certaines discussions avec les gens pour faire voir les nuances de ton approche? Ouais, on le voit que sur les réseaux, ce qui fonctionne beaucoup, c'est moins la nuance, first. Ouais, effectivement. Les extrêmes. Ouais. Moins la nuance, tout ce qui est plus flashy. Fait que, on le voit, notre contenu va être. Dès que je vais aller un peu moins nuancé dans le passé, là, ça fonctionne. Ouais. Là, tu parles de développement de passion puis tout. Il n'y a rien. Fait que. Et tout ce qui est résultats, effets court terme, beaucoup plus, ça pogne beaucoup plus que si tu parles de résultats long terme, de travail, puis de conscienciosité à long terme, les efforts, etc. C'est pas super sexy. Non. Fait que, tu sais, on essaie de faire du mieux qu'on peut avec le contenu. Le podcast, c'est vraiment la place où j'essaie de rediriger le plus le monde parce que moi, je pense que je suis plus une personnalité de long format. Ouais. Je suis capable d'être plus nuancé, je suis capable d'aller plus dans les détails. Fait que je pense que ceux qui écoutent les podcasts sont en mesure de vraiment bien comprendre l'approche puis voir la valeur ajoutée. Mais sinon, dans les messages privés ou peu importe, là, souvent les gens, c'est comme ils veulent le perdre là. Que, là, ils viennent en appel. Mais finalement, je vais prendre un défi de 6 semaines ou un défi 30 jours, whatever. Fait que, fait que tu sais, je sens que ça va prendre plus longtemps à comme décoller. Mais je pourrais pas faire rien d'autre que ça. Maintenant que je le sais, c'est depuis le 3e week-end, maintenant que je sais ça, je pouvais plus rien faire. Comme je pouvais plus revenir en arrière, c'est impossible. Parce que je sais tout ce que ça fait si je pousse pas plus dans cette direction-là. Fait que je suis comme, ça prendra plus de temps, c'est correct, mais ça va être ça le message. Pour moi, ça parle beaucoup de quelle valeur on choisit, tu sais. Parce que probablement que tes valeurs de pourquoi tu fais ce que tu fais n'ont pas changé. C'est juste qu'en apprenant toute cette notion de science de la motivation, tu réalises que les méthodes et les comportements pour arriver à exprimer tes valeurs n'étaient pas finalement ceux qui vont réellement arriver à destination. Fait que de modifier l'approche, c'est juste pour être de plus en plus proche avec tes valeurs, tu sais. Un des défis que je vois, puis ça, c'est même un défi qu'on peut avoir dans d'autres sphères de la santé, par exemple dans les cliniques de physiothérapie, c'est que tu pourrais garder l'ancienne façon de fonctionner
et peut-être même avoir plus de succès financier, plus de clients. Puis, à la limite, c'est quasiment un modèle financier meilleur. Tu les mets dans une méthode qui garantit un échec, donc ils vont devoir recommencer. Finalement, tu fidélises des clients à vie, tu sais, plutôt que de les rendre autonomes et tu arrives à un moment où ils n'ont plus besoin de tes services, donc ils ne seront plus une source de revenus. Comment tu manœuvres ça? Parce que clairement, tu as choisi la destination de les objectifs long terme. Ça me dérange pas de sacrifier certaines choses à court terme parce que sur le long terme, je vais atteindre plus une mission qui me ressemble plus, je vais être plus proche de mes valeurs. Fait que comment tu jongles ça? Parce que ça reste que tu es entrepreneur. Fait qu'il y a la notion de faut que l'entreprise survive financièrement pour réussir à se payer les moyens pour atteindre la mission. Comment tu navigues ces défis-là? Parce que je suis sûr qu'il y en a d'autres dans le milieu du fitness qui ont ce défi-là et qui vont choisir potentiellement la route plus facile ou plus réconfortante à court terme. Ouais, c'est pas simple. Tu sais, c'est tough. Parce que comme tu dis, hey, si on faisait un avant-après des photoshoots, on en aurait plus, notre client. C'est un fait, là, on le sait. Là. Vous l'avez déjà expérimenté. Ben oui. Puis, tu sais, on voit là, d'autres, mettons, coachs dans le milieu, là, puis, mettons, le coach des coachs, là, fait que, mettons, lui qui coach les coachs à faire, mettons, plus d'argent, tu vois les résultats clients, puis tout. Nous, on voit ça, puis on est comme, tu sais, ça fait plus que nous, là. Mm-hmm. Pourtant, tu sais, on est quand même, tu sais, nous, on sent qu'on aide réellement les gens à long terme, tu sais, puis qu'on sacrifie pas leur bien-être. Fait que des fois, c'est comme, hey, un peu frustrant, mais après ça, c'est tout le temps de revenir voir soi en disant, hey, comme, ça va être ça, comme j'ai dit tantôt, je pense pas que le marché est 100% prêt. J'ai l'impression que ça peut s'en aller un peu plus vers là, tu sais, des gars comme Ben Boulanger qui met beaucoup ce message-là de l'avant, tu sais, je pense que ça allait amener un peu cette, oh, attends une minute, c'est un peu... Puis, tu sais, les Ben, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, fait que je pense que ça aide à amener ce message-là, mais, tu sais, je sens que ça va être un peu plus long terme. Fait que, tu sais, il y a eu des coupures qu'on a faites là, au sein de l'entreprise pour être un peu plus lean, là, qu'on va dire. Au niveau finance. Ouais, exact. Pas physique. Pas plus d'abdos. C'était un bon jeu de mots, ça. Exact. Ouais. Fait que, des moves comme ça. Ouais, des choix, finalement. Ouais. Puis vraiment moi, je vais toujours parler de cette matière-là. Peu importe ce qui arrive, là, comme je souhaite pas que ça arrive, mais admettons que je suis obligé de fermer. Et je vais me trouver un job, sur le site, je vais continuer ça. Ouais. Et tu sais, j'ai déjà des projets d'écrire des livres. Jamais, comme jusqu'à la fin de mes jours, cette matière-là, je vais parler. Ouais. Ça reste ta motivation à toi. Ah, 100%. Ouais. Je pense, tu sais, souvent on dit c'est cliché, trouve ta raison d'être sur cette planète, whatever. Je trouve ça un peu un cliché, mais on dirait que maintenant, je suis comme, c'est ça. C'est ça, puis je vais en parler jusqu'à la fin de mes jours. Ça va être ça. Puis pour les gens qui n'ont pas la référence, Benoît Boulanger, qui est nutritionniste du sport, qui est un athlète de CrossFit de haut niveau, je l'ai reçu pour l'épisode 102, fait que c'est vraiment une bonne personne dans le milieu de la santé, mais qui est dans le monde du fitness, puis tu sais, qui a été habitué de côtoyer justement, tu sais, on va caricaturer, mais la notion de gym bro, là. Ouais. Fait que c'est comme si lui, il apporte une clientèle qui est moins habituée d'être exposée à ces types de messages-là. De la même façon que toi, maintenant, t'apportes un auditoire qui est moins habitué d'être exposé à ce genre de messages-là. Fait que c'est comme si tranquillement, tu sais, la propagation d'une meilleure information, d'informations basées sur la science, quelque chose de plus exact, quelque chose qui est plus en concordance aussi avec des valeurs que les gens disent prôner comme la santé. Je pense que c'est bon d'avoir des figures comme vous qui viennent de ce milieu-là puis qui sont capables de dire « Hey, on va faire le pont entre le monde du fitness puis le monde de la science, que des fois, ça se parle pas autant que ça devrait. » Ouais. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu as parlé tantôt de certains éléments qui étaient inclus avant dans l'approche que tu disais, ça, c'est pas en concordance avec ce que je connais maintenant de la psychologie de la motivation. Tu as parlé de beaucoup focuser sur l'apparence physique, des photoshoots avant-après. Y a-tu d'autres exemples comme ça que tu as mis de côté ou est-ce que ça fait un tour de un peu toutes les flags que tu as levées, que tu as dit, OK, ça, je veux plus que ce soit central dans l'expérience que les gens vivent dans mon entreprise. L'autre affaire, je dirais, c'est comment je vais coacher, comment qu'on va coacher. Avant, on était beaucoup dans
Donc, le client réussit, il avait une bonne semaine, whatever. On pouvait, hey, good job, la machine, yes sir, je suis fier de toi, puis tout. Là, avec la matière, je me rends compte, OK, si je veux les rendre autonomes, je peux pas trop les rendre comme dépendants de cette valorisation-là que moi, je leur donne. Ouais. Ce qui fait que pendant qu'ils sont coachés, ils sont bien constants. Surtout si on rentre les traits de personnalité là-dedans, la majorité de notre clientèle a tendance à être plus agréable. Ouais. Fait qu'ils vont avoir tendance à vouloir ne pas décevoir le coach. Vouloir plaire. Ouais. Fait que là, moi, avant, j'étais en mode yes sir, la machine, good job. Je pouvais nourrir ça un peu, puis là, la personne n'est plus coachée, puis elle perd sa constance. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, on fait vraiment attention en mode, comme si tu fais un bon coup, c'est ça, good job, mais on n'est plus là à comme vouloir vraiment valoriser la personne, puis à fond la caisse tout le temps pour justement que c'est comme, je veux pas rajouter une motivation contrôlée dans son sac qui est ne pas décevoir mon coach. Fait que la manière dont on coach aussi a beaucoup, beaucoup changé. Nos suivis, avant, c'était 30-45 minutes. Ah, comment ça va? C'est bon, OK, ben là, coupe ça. Là, ben, c'est comme, ça peut durer 2 heures des fois, là, puis c'est comment les passions, puis, on va enseigner ça aussi, comment comme découvrir ses passions, comment explorer. Si les gens, des fois, je sais pas que j'aime, c'est comme, ben, on peut trouver ça, fait que les discussions vont aller dans ces sens-là, fait que la manière de faire les coachings one-on-one a changé 180 degrés, puis la manière aussi, on fait attention de pas trop comme abuser la valorisation pour qu'ils deviennent dépendants là, de ça. Là. C'est intéressant parce qu'il y a des choses dans lesquelles, de ce que tu dis par rapport à ce que tu vas féliciter ou récompenser ou valoriser, que moi aussi, il a fallu que je repense. Puis c'est, pardon, entre autres de la recherche qui avait montré que chez les enfants, si tu leur fais faire un devoir de mathématiques ou une tâche cognitive, peu importe, quand ils réussissent, si tu leur dis bravo, tu dois être très intelligent, versus bravo, tu as dû travailler fort, ça faisait pas du tout le même résultat dans la motivation à continuer à affronter des problèmes plus difficiles. Fait que ça, pour moi, ça, c'est de la science que je trouve vraiment fascinante. Fait qu'entre autres, quand les gens me disent « Hey, j'ai réussi à faire mes exercices cette semaine », j'avais tendance à dire « Hey, bravo, good job », tu sais, juste féliciter versus « Ah, comment tu t'es senti à réussir à faire ça », tu sais, ou qu'est-ce que ça t'a apporté de réussir à faire tes exercices. Même affaire quand les gens vont me dire « Hey, j'ai repris la course à pied », au lieu de juste dire « Good job, bravo », ça va être « Qu'est-ce que ça a changé dans ta semaine », tu sais. Il y a comme un peu de la science de l'entretien motivationnel là-dedans à faire réfléchir à la personne qu'est-ce que ça a eu comme impact pour que la personne réalise « Hey, tu sais quoi? Le fait que je sois allé courir, j'étais plus patient, j'étais moins stressé, j'ai mieux dormi, j'avais plus d'énergie, j'ai fait plus de choses, j'étais meilleur focus au travail. » Puis là, la personne, le fait de s'entendre dire ça est comme crime, il y a bien des effets positifs. Puis ça, à long terme, ça marche pour maintenir ça. Versus Alexis, mais il me félicite quand je vais courir. Tu sais? Fait que je vois ce parallèle-là entre notre travail dans le sens où on influence les comportements des gens. Puis quand les gens nous rapportent la capacité à adhérer au plan, ben, il faut faire attention parce qu'on ne sera pas là tout le temps. Fait qu'il faut que l'adhérence elle vienne de sources autonomes ou du moins qu'on réussisse à développer de plus en plus des sources autonomes. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant, ce parallèle-là entre nos deux métiers. Ouais. Puis, mettons, souvent, ce qu'on valorisait avant, c'était le résultat. Fait que, mettons, quelqu'un perd 10 livres, ou, mettons, il a perdu 3 livres dans la semaine. Hey, that's it, good job. Hey, c'est la pire affaire que je peux faire. C'est comme, la personne comprend que la règle, si j'ai des résultats, ben, je vais être valorisé. C'est comme... Ouais, le cerveau apprend que pour que je sache que je fasse la bonne chose, il faut que j'ai perdu des livres. Ben, ça n'a pas de sens. Là, je savais pas ça avant, mais mettons, maintenant que je le sais, c'est comme, je vais beaucoup plus pas récompenser, mais valoriser l'effort et les comportements. C'est ça. Que miser sur les comportements. Ben oui, je m'en fous des résultats. Le résultat, le cerveau ne peut pas produire un résultat. Il peut produire les comportements, fait que je vais bien plus axer le comportement que le 5 livres. Hein. Sinon, c'est aussi, t'instrumentalises comme chaque comportement lié au résultat. T'sais. C'est comme, je marche pour perdre du poids. Fait que là, ça devient juste comme instrumental pour ça. Oublie ça, là, développer une constance et un bien-être. Là. Si le résultat n'est pas là, ben, tu n'as aucune autre raison de le faire. Ou si tu atteins le résultat, ben, souvent,
Ah, ben, je l'ai eu. Fait que le comportement continue pas. Ouais. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont entrer dans ton bureau ou dans mon bureau avec une motivation externe. Ouais. Puis que ça peut être correct pour débuter, à la limite, ça peut créer un peu d'énergie pour se mettre en marche, mais qu'après ça, il faut trouver une façon de transformer ça en motivation autonome. Sinon, les gens seront dépendants de nous et ça tient pas à long terme. Tu sais. Mm-hmm. Puis quand on pense dans un point de vue de santé publique, à se dire, c'est-tu vraiment logique que Hugo puisse juste s'occuper de 150 personnes, mais à vie, versus tu es capable d'en voir, je sais pas moi, 150 par année qui vont devenir autonomes. Donc, tu as vraiment un aspect exponentiel au niveau du nombre de personnes que tu peux rejoindre puis du nombre de personnes qui deviennent autonomes, qui vont peut-être même influencer leur entourage. Fait que, tu sais, ça fait des petits, là, ça devient un peu comme... ça peut se répandre là, positivement. Ouais. Dans la culture du fitness actuellement, qui a une énorme présence sur les médias sociaux, y a-t-il d'autres choses que tu vois, soit en ligne, soit dans la façon de faire le marketing, soit dans la façon d'approcher l'entraînement physique, le sport, l'activité physique, que tu penses qui cloche autre que déjà les sujets qu'on a abordés? Y a-t-il d'autres choses qui te viennent en tête en disant, tu sais, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment repenser puis qui marchent pas quand on a ces valeurs-là de santé à long terme? Un point, moi, je pense, c'est le lien entre je veux perdre du poids, je vais au gym. Ouais. L'association automatique. Ouais. Tu sais, c'est comme... Sure, l'entraînement à résistance, c'est super bon, ça a plein de bienfaits, mais le gym, en tant que tel, ça n'a pas quelque chose de bien spécial parce qu'on met les pieds là pour notre physique. Fait que c'est ça que j'encourage les gens à faire souvent. C'est comme, hey, tu sais, là, mettons, il y en a qui aiment le Hyrox, il y en a qui aiment le CrossFit, il y en a qui aiment les cours de groupe, il y en a... Tout ça, c'est correct. C'est trouver la façon que t'aimes de bouger. C'est ça qui va te permettre à long terme de garder ça. Mais en ce moment, on voit beaucoup le gym comme quelque chose de spécial, puis c'est là que ça se passe, puis c'est machines de cardio, puis ça, on dirait que je comprends pas, puis je pense qu'il y a une notion où le fitness, tu sais, mettons le monde des compétitions, c'est comme si tu veux faire des compétitions, puis tout, it's up to you. Mais je pense que le problème, c'est qu'il y a une grosse partie de la population qui vont dans ce monde-là juste pour comme une remise en forme, puis être en santé. Puis c'est comme, non, ça devrait pas être là qu'on va, tu sais. Mais c'est vrai que le discours, tu sais, la phrase « Le nouvel an arrive, je veux être en forme, je me suis inscrit au gym », c'est la phrase la plus classique qui existe. Versus « Je vais m'inscrire à des cours de Zumba, j'ai repris la natation, j'ai checké les montagnes dans le coin pour aller faire de la rando ». C'est vrai que les gens, c'est comme... Le gym est l'endroit où on doit aller pour se mettre en forme. C'est vrai hein, que culturellement, c'est ça qu'on a en tête. C'est quand même intéressant parce que ça parle peut-être de l'aspect culturel, sociétal de être en forme, ça passe par une certaine image physique qu'on peut atteindre au gym. Je sais pas si c'est ce que tu penses qui contribue à cette idée-là que c'est au gym qu'on devient en forme. Ouais, ben je pense que les réseaux sociaux, surtout maintenant, là, ce que tu vois dans ton feed, c'est des physiques, des top 1%. Là. Puis ces gens-là, ben, ils vont au gym, sont tous découpés, tout le kit. Fait que j'imagine que ça contribue à faire l'association entre si je veux être en forme physiquement, il faut que j'aille au gym. Mettons les gyms reculent il y a 30 ans versus aujourd'hui, à tous les coins de rue, t'as un gym. Parle-moi de santé est présenté par PhysioVélo. Si tu es professionnel de la santé musculo-squelettique et tu veux mieux accompagner tes patients qui font du vélo sans nécessairement faire du positionnement sur le vélo ou de la mécanique de vélo, je te recommande fortement la formation en ligne de PhysioVélo, prise en charge des cyclistes sans positionnement. Personnellement, cette formation m'a permis de mieux saisir certains enjeux qui sont vraiment propres aux cyclistes et d'améliorer concrètement mon approche avec ces patients-là. Il y a des trucs tellement simples qui peuvent faire une grande différence quand on les connaît. Par exemple, c'est quoi la cadence de pédalage optimale à vélo pour réduire le stress articulaire quand on pédale? On peut avoir un impact concret pour aider les cyclistes, même si on n'a pas nécessairement l'intérêt d'apprendre la mécanique de vélo en entier. La formation, elle est donc conçue pour aider à mieux comprendre les réalités des cyclistes et à offrir des soins qui sont encore plus adaptés
peu importe le type de pratique. Vélo de route, vélo de montagne, vélo pour le transport ou simplement pour nos baladeurs du dimanche. Si tu veux faire évoluer ta pratique et gagner en confiance sur le sujet, clique sur le lien qui est dans la description de l'épisode d'aujourd'hui et utilise le code promo SANTÉ30 pour 30% de rabais pour toute la communauté du podcast de Parle-moi de santé. La formation revient donc à 300 $ au lieu de 450 $ avec l'option de paiement unique seulement. Alors, bonne formation. Ouais. Et le modèle a vraiment évolué dans le sens que maintenant, tu as des soins de bien-être, tu as les saunas, tu as les bains de glace, tu as la compagnie qui vend les suppléments à côté. Fait qu'il y a c'est comme tout un écosystème qui est bâti autour de ça. Ouais. Puis moi, c'est une observation vraiment clinique que j'ai fait. Je sais pas c'est quoi la littérature sur le sujet, j'ai jamais vraiment fouillé, mais dans les gens, soit qui m'ont été référés par des gens du milieu du fitness, parce qu'avec le podcast, il y a des gens qui m'entendent parler, puis ils aiment la façon que j'approche les interventions pour traiter la douleur, que ce soit de la douleur aiguë, blessure sportive ou douleur chronique. Quand les gens viennent du monde du fitness, c'est de loin le type de clientèle que j'ai qui a le plus de signes et symptômes cliniques de troubles reliés à l'image corporelle, de relations particulières avec la nourriture, des fois des enjeux en lien avec estime de soi, anxiété, etc. Fait que je ne sais pas si c'est comme un espèce de biais de sélection dans la clientèle qui m'a été référé des fois, mais je remarque vraiment que les gens ils ne s'identifient que principalement par être quelqu'un qui va au gym en termes de passion de sport, je remarque que c'est surreprésenté. C'est une observation clinique. Je ne sais pas si toi, tu vois ces facteurs-là associés aussi avec la clientèle que tu accompagnes. Oui, 100%. On a comme deux types de clientèle qui vont venir nous voir. On a les gens justement qui veulent se remettre en forme et tout. Puis on a les gens qui sont très loin dans le monde du fitness. Puis qui sont comme, ouais, là, je suis comme tanné de devoir amener mes plats chez ma belle famille. Puis je suis comme pas capable, je suis vraiment trop rigide. Donc, il y a un écart en titre de ce mode de vie-là. Ouais. Ils sont vraiment rigides, tu sais, par rapport à là, j'ai-tu mes 10 000 pas? Hey, là, j'étais à 8 000, il est quoi? Il est 9 h le soir, parfait, faut que je sorte marcher dehors. Ouais. Ça, moi, j'ai été là-dedans moi-même, fait que, tu sais, j'y comprends bien, mais on va aider aussi ces gens-là, puis c'est souvent un peu le même principe que les autres, c'est comme les passions, développer des affaires qui ont aucun rapport à notre physicalité, comme au look, là, l'apparence. Puis là, ça permet de délousser ça, tu sais, tranquillement. De comme, OK, ouais, j'avoue, je suis autre chose que ça. Fait que, oui, tout ce qui est la relation avec la nourriture, on dirait que, tu sais, je veux pas aller dans les extrêmes, je veux être un peu nuancé, mais j'ai de la misère à croire que cette culture-là du fitness pousse pas à créer ces enjeux-là avec l'alimentation. Parce qu'encore là, tu vois vraiment l'alimentation pour sa valeur juste sur l'apparence. Ouais. T'es pas en mode, ah ouais, j'ai plus d'énergie, hey, je me sens bien, je dors mieux. Non, c'est juste comme l'alimentation, le poids. L'alimentation, le poids, fait que ça crée cette rigidité-là que si t'as mangé d'une façon, t'as eu ce physique-là, là, t'es bien là-dedans, ben là, ton cerveau est comme, si je mange plus de même, là, je vais perdre ça. Fait que là, il va devenir rigide à travers tout ça. Fait que, ouais, tout à fait. Ouais, je vois beaucoup ça. Tu disais que toi-même, tu as déjà été dans ces méthodes-là ou dans cette culture-là. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta façon d'approcher ton activité physique? T'as-tu évolué dans la pratique de type de sport? C'est quoi qui a principalement changé personnellement? Parce que j'imagine que ça a aussi servi comme levier pour mieux comprendre tes clients puis mieux les accompagner. Ouais. Ouais, ben avant, tu sais, moi, plus jeune, j'étais en surpoids. Fait que je suis rentré dans le monde du fitness à la base, pas comme coach, mais comme moi-même. Tu sais, je veux perdre. Fait que là, commence à tracker toutes tes affaires. Puis j'ai fait 10 ans là, à tracker mes steps, etc. Puis tu sais, quand j'ai appris la matière, là, j'ai fait, ouais, OK, non, je peux pas continuer comme ça. Fait que, donc, quand tu as appris la matière sur la psycho, tu étais encore là-dedans, en partie. OK. Là, j'ai réalisé, ouais, OK, moi aussi, des affaires à switcher. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je m'entraîne moins qu'avant dans le gym. Mais j'ai beaucoup plus de diversité de sport. Tu sais, je vais au gym 2 à 3 fois semaine, mais là, je fais du vélo 2 fois semaine. Tu sais, le tennis, je jouais une fois de temps en temps, mais j'ai bien plus de fun à jouer au tennis qu'à aller au gym. Fait que là, je me suis pris un entraîneur, je veux faire des tournois. Cool. Dimanche, on a un tournoi avec Laurie de pickleball. Je fais de l'escalade.
comme j'ai vraiment augmenté ma diversité de sports. Plus de passion dans les sports. 100%. Ce qui fait que j'ai bien plus de fun. Ben ouais. Ça, j'ai plus de montre pour rien tracker. Parce qu'avant, c'était comme à 7000 pas, je sais que mon poids est stable. Fait que si j'étais à 7000, je suis correct. Wow, c'est fou, là, c'était tout le temps comme la quête d'être à 7000. J'étais à 5000, parfait. On va mettre le tapis en dessous du bureau. Là, c'est comme, je l'ai enlevé, puis je bouge comme ça donne, tu sais. Fait que ça a changé, puis je trackais toute tu sais, je pesais toute ma bouffe. Ouais. Je pèse plus rien. C'est quand même fou, hein? Ouais. Tu dois tellement sentir une espèce de liberté dans ce nouveau mode de vie-là. Ouais. Puis t'es probablement même, si on regarde la santé globale, si on évaluait toutes les sphères de la santé, tu sais, physique, psychologique, sociale à la limite, t'as probablement des indicateurs de santé vraiment meilleurs qu'avant. Même si peut-être au niveau santé physique précise, on avait identifié des bons marqueurs. Mais quand tu regardes, c'est quoi le coût psychologique à avoir des bons indicateurs de santé physique au niveau apparence, entre autres, tu regardes le coût-bénéfice et le risque-bénéfice, puis le ratio, il n'est pas là pantoute. Là. Il y a aussi, ce que j'entends dans ta diversité, il y a plus de jouer à quelque chose versus juste faire de l'entraînement. Tu sais, moi, j'arrive, c'est la trentaine qui fait ça, je pense. Je retrouve plus l'envie de jouer à faire de l'activité physique que juste faire de l'entraînement. Tu sais, moi, je suis plus en sport d'endurance, fait que c'est plus des sports individuels. En fait, c'est des sports individuels. Puis le gros avantage, c'est que c'est pratique. Tu as besoin de personne. Tu sais, le vélo, tu ouvres le garage, tu pars. La course à pied, tu mets tes souliers, tu pars. Alors que le sport de jouer, ça nécessite comme, ça prend des amis, ça prend des coéquipiers, il faut aller à la même heure, au même endroit. Fait que c'est un peu plus d'organisation. Mais là, je suis comme rendu à l'âge où on dirait que j'essaie de trouver une façon de faire un retour à ça, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment sain d'avoir un mix dans notre entraînement, de se dire, il y a des choses que je fais parce que c'est peut-être efficace au niveau de temps et retour sur investissement, mais peut-être trouver des moments pour comme faire des choses qu'on fait juste littéralement bouger pour le plaisir, pas nécessairement bouger pour la santé uniquement, tu sais. Ouais, exact. Fait que je pense que ça, c'est intéressant. Ouais, j'avais même lu une étude de Harvard qui a été faite sur 30 ans, puis il avait vu que, mettons, 2 personnes qui bougent le même nombre de temps dans une semaine, ceux qui avaient de la variété dans ce nombre d'heures-là avaient comme des facteurs de protection de plus sur la longévité pour le même nombre d'heures. Ouais. Fait que la variété aussi a un impact positif, tu sais, à travers ça. Fait que je pense d'avoir une diversité de choses qu'on fait au niveau de l'activité physique, ça peut être bon. Hein. Et ça, c'est très cohérent avec beaucoup de sciences qui existent sur la surspécialisation sportive versus d'être généraliste, diversifié. Tu sais, Pierre Harvey, qui est un des visages publics qui en parle le plus, tu sais, avec le grand... Pierre Harvey, j'ai dit Pierre Harvey. Pierre Lavoie, le grand défi Pierre Lavoie, qui parle de l'importance que les jeunes développent des compétences dans différents sports, tu sais. Les gens qui ne font que de la natation uniquement, de compétition, puis tu sais, moi, j'ai été sauveteur plus jeune, j'ai vu c'était quoi le monde de la natation de haut niveau. T'es dans l'eau 2 fois par jour, tous les jours, tu fais que ça. Et à 16-17 ans, les gens arrêtent de faire du sport pour toute leur vie. La majorité, là, des gens qui ont été surspécialisés très tôt. Fait que il y a beaucoup de science là-dessus. Même dans les sphères du travail, je sais pas si tu connais Adam Grant, qui est psychologue organisationnel. Voilà, son livre qui est ici. Une excellente lecture, Think Again, de Adam Grant. Il y a beaucoup de sciences qu'il vulgarise dans ses livres sur la plus-value de maîtriser beaucoup de choses, d'être généraliste, puis de pas être surspécialisé dans une affaire. Fait que ça semble être bon pour la santé physique, mais ça semble être bon pour le cerveau, ça semble être bon pour plein d'indicateurs. Fait que je pense qu'il y a un lien à faire entre ces différentes sphères-là, au-delà de la sphère sportive. Si quelqu'un du grand public qui est dans la recherche de « j'aimerais ça avoir quelqu'un qui m'accompagne pour l'entraînement physique, faire du sport, remise en forme », peu importe la porte d'entrée, c'est quoi des red flags, entre guillemets, que toi, tu penses que les gens devraient avoir en tête, à savoir si le coach dit ou fait ça, c'est des drapeaux rouges, que tu es probablement dans une approche qui va coûter cher au niveau psychologique, puis à long terme ne risque pas de t'amener réellement en meilleure santé quand on considère la santé globale. Tout ce qui est
court terme défi, là, défi 30 jours, puis la meilleure transformation va gagner X, Y, Z. 6 semaines pour reset ton métabolisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Des phrases de marketing comme ça. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Tout ce qui est court terme, mais qui a une grande promesse, il faut faire attention, je pense, parce que je pense pas que tu peux faire une grande promesse anyway dans la santé physique. Ouais. Puis le mode de vie sain, je pense pas que ça marche en grande promesse. Fait que tout ce qui est grande promesse, que le physique, un accent démesuré sur le physique, que t'arrives sur le site, là, puis c'est comme des avant-après non-stop, puis c'est comme, hey, il y a un photoshoot à la fin de l'année. Tout ce qui est comme très physique, je pense qu'il faut faire attention parce que l'accent va être mis là-dessus, tu sais. Tout ce qui est restriction. Ouais. Je parlais avec une personne en message privé et elle me dit ma coach, elle m'a dit que j'étais obligé de tout tracker si je voulais avoir des résultats. C'est comme non, mais si c'est ça le message de comment il faut tout tracker, il faut tout spice, puis tout dans ta vision de la vie, tu dis moi ça m'intéresse pas, mais regarde, c'est ça que ça prend avoir des résultats, je vais le faire. C'est comme tu vas le faire le temps que tu vas être coaché. Tu le feras pas. Tu sais, fait que ces approches-là, tu sais, rigides, court terme, avec un certain prix à la fin, des fois, ça, je pense, ça serait définitivement des red flags. Puis, les gens qui parlent pas de saines habitudes de vie puis de long terme, là, comme si le discours n'est pas là, comme long terme en mode durer, perdurer, la santé globale, comme une vie qui tourne pas juste autour de ça. Parce que, tu sais, c'est ça que ça crée là, pour les gens qui restent, mettons, dans le monde du fitness puis qui réussissent, c'est que c'est que ça, leur vie. Puis là, tu leur fais passer un petit bilan des sphères de vie, puis là, t'es comme, une couple, bof, vie professionnelle, bof, relation avec soi, bof, mais le physique, par exemple, 10 sur 10. Mm-hmm. Fait que c'est là où je pense que ce serait ça, mais... Le prix est cher payé pour avoir un physique qui est estimé à être à 10 sur 10, mais au sacrifice de toutes les autres sphères. Ouais, 100%. Fait que ça, ce serait tes principaux red flags à surveiller. Ouais, la rigidité, les règles, trop manque de nuances, le fait qu'il y ait... Là, moi, vu que j'aime la science, comme je suis obsédé par voir ce que tu me dis. As-tu de la science? Je veux savoir s'il y en a. Tu veux savoir si c'est vrai. Je sais que la majorité du monde, c'est pas là qu'ils vont aller, mais j'encourage les gens que ça soit ça en mode y a-tu de la science? T'sais, nous autres, on enseigne la théorie, j'enseigne le développement des passions, ces affaires-là, comme ils ont toutes les références scientifiques. Ça, c'est vraiment important, même si probablement qu'il n'y a pas personne qui va y aller. Moi, je veux que les gens sachent d'où ça vient. J'ai pas sorti ça de mon chapeau, c'est pas une opinion. Voici le papier. Fait que, c'est important pour être en concurrence avec nos valeurs si on tient à ce qu'on soit rigoureux et factuel. Exactement. Ouais. C'est intéressant parce que un des points que tu mentionnes, tu as mentionné comme red flag la notion de promesse. T'sais. Puis ça, c'est un des terrains glissants dans le monde du coaching, du fitness, c'est que il n'y a pas d'ordre professionnel ou de professionnel spécifiquement attribué qui cadre dans cette sphère de l'activité, dans cette sphère professionnelle-là, tu sais. C'est comme un peu un terrain flottant. Fait que, tu sais, mettons, si on parle des formations universitaires, ben, tu as les kinésiologues qui peuvent faire une formation, qui vont souvent se retrouver dans ce milieu-là. Mais encore une fois, ils n'ont pas d'ordre professionnel. Fait que, tu sais, ils n'ont pas une sphère d'expertise avec des droits de pratique, avec des actes réservés clairs. Après ça, tu as les physiothérapeutes où on est très proche de la santé physique, des incapacités physiques, des blessures, du sport. Fait qu'il y a des physiothérapeutes qui vont avoir une approche de service qui va être orientée, entre autres, sur l'entraînement physique. Fait que là, ça peut cadrer dans un champ d'expertise. Là, le défi qu'on a avec le coaching en fitness, en entraînement physique, c'est que techniquement, n'importe qui peut s'improviser ça. Et les gens ne sont pas tenus d'être rigoureux, d'être,
de respecter certains principes éthiques, tu sais, puis il n'y a pas d'encadrement là-dessus. Fait que, tu sais, les gens ont le droit de dire, ben moi, je suis coach en entraînement physique. Ils peuvent faire, tu sais, des formations de 2 heures en ligne puis mettre plein de diplômes. Ils peuvent faire des promesses parce qu'ils sont pas, tu sais, moi, comme physiothérapeute, je peux pas promettre à quelqu'un que sa douleur va se rétablir. Je peux dire, ton pronostic est très bon à raison de tel facteur. Selon ce que j'évalue, mon pronostic, c'est tant de durée avec tant de suivi, voici ce que ça implique. Mais je peux pas garantir à quelqu'un des résultats. Tu sais, c'est non déontologique. Moi, je peux avoir une amende ou en tout cas, je peux être poursuivi par mon ordre pour ça. Fait que dans le milieu du fitness, le fait que ce soit un peu la jungle, ça fait que dans cette jungle-là, t'as tout sur le spectre. Ouais. T'as du monde qui font complètement n'importe quoi, puis t'as du monde qui veulent être rigoureux, qui veulent appliquer certains principes avec des valeurs, qui veulent être basés sur la science, qui reflètent beaucoup ce que tu fais avec ton entreprise, tout le changement que t'as fait. Fait que comment tu navigues le fait que tu es dans un monde où il y a tout ce spectre-là, puis que des fois, tu vas être mis dans le même bateau en disant « Ah, les coachs », entre guillemets, tu sais. Ouais. Ça reste un défi aussi parce que toi, tu dois te positionner avec une crédibilité. Comment tu jongles ça? Ouais, c'est une bonne question. Ouais, surtout, je te dirais, moi, tu sais, je suis sur les réseaux depuis 2017, tu sais, en tant que coach. Avant, c'était moins pire qu'aujourd'hui. Mais là, De ce que tu voyais, tu veux dire? ouais. Là, avec l'arrivée de TikTok, tu sais, en 2017, TikTok n'était pas vraiment là. L'arrivée de TikTok, là, c'est comme tout le monde peut être coach. T'as fait un photoshoot, tu as fait une compétition. Là, 2 semaines après, c'est comme là on est rendu coach. Fait que, tu sais, je pense que la seule affaire que j'ai le contrôle de mon côté, c'est vraiment de pousser sur, tu sais, la crédibilité scientifique. Puis, tu sais, comment qu'on démontre les résultats clients maintenant, c'est que quand on fait des événements en présentiel, on prend une photo avec eux autres puis un board, puis un petit board, puis ils décident d'écrire ce qu'ils veulent sur le board, sur ce qu'ils ont, tu sais, réussi à travers l'année. Fait que ça, c'est notre façon de montrer. Puis ce qui est cool, c'est que souvent, ils vont marquer comme, mettons, ils ont eu certains résultats physiques, mais c'est tout le temps lui en bas. Les premiers, c'est tout le temps plus de bien-être, plus de passion. Puis comme, c'est ça, tu sais, je veux que les gens retiennent. Fait que, tu sais, c'est notre façon un peu de démontrer que vous voyez... C'est un bon facteur différenciateur. Fait que, tu sais, on est zéro dans... C'est une photo, on est tout habillé. Puis c'est comme, je suis content d'être là avec cette personne-là. Fait que, ouais, je pense... Je pose vraiment sur la crédibilité. Il n'y a pas un podcast, j'ai pas une référence en bas. Je sais qu'il y a très peu de monde qui va y aller. Mais encore là, si je veux me positionner comme c'est de la science, j'y vais à fond dans ma crédibilité de ce côté-là. Fait que je dirais que c'est ça. Puis je peux pas contrôler le fait qu'il y a autant de monde sur les réseaux. Je pense de plus en plus de parler de ça. Il y a beaucoup de coachs qui me suivent. J'ai des coachs comme clients aussi qui sont dans d'autres entreprises de coaching qui sont vraiment pas comme la nôtre. Puis qui commencent à appliquer un peu la notion de « Hey, je commence à développer plus ces passions avec mes clients. » Intéressant. Même si c'est trop pas ça qui est prôné dans cette entreprise-là. Fait que tu sais, ça, je suis content. Je sens que dans un futur, je pense que je vais pousser pour parler aussi aux coachs. Comme pour que justement ça ait un plus gros impact là, dans que ça puisse résonner au-delà, d'avoir une influence positive pour amener les gens vers ce type d'approche-là, de type de pratique-là. Ouais. Moi, je pense que c'est un trou dans le service d'encadrement professionnel dans le système québécois. Je pense que c'est une sphère de la santé qui serait importante à encadrer. Tu sais, je ne sais pas si c'est un ordre professionnel que ça prend, mais en tout cas, parce qu'il y a tellement de potentiel néfaste avec des approches comme tu as décrites qui sont négatives que veux pas, si l'objectif des ordres professionnels puis des champs d'expertise, c'est de protéger le public, c'est de favoriser la santé, on dirait que c'est une sphère qui est délaissée par cet aspect-là. T'sais. Fait que je pense qu'à terme, il faudrait réfléchir collectivement et politiquement et bref, l'Office des professions à qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça reste que, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des problèmes de santé physique, psychologique, à cause qui ont été pris en charge par des coachs qui avaient des approches qui n'étaient pas favorables pour un développement de la santé à long terme. Ouais. Est-ce qu'il y a des... dans ta pratique, est-ce que des fois, il y a des choses qui arrivent, des choses qu'un client va dire, va faire, des flags que tu vas lever qui vont t'amener à dire, OK, ça,
ça sort de mon carré de sable, faut que je réfère à un nutritionniste, faut que je réfère à un psychologue, faut que je réfère à un physio. Comment tu jongles ça pour déterminer c'est quoi ton carré de sable, puis quand est-ce que tu sens que tu as besoin soit de collaborer avec quelqu'un ou carrément de référer quelqu'un à quelqu'un d'autre? Ouais. Niveau psy, j'ai le DSM-5 chez nous. Mm-hmm. Et moindrement que la personne me dit des affaires que je suis comme je sais pas trop si c'est normal ça, je vais aller voir. Puis si je suis comme OK, ouais, ça sonne des cloches, je vais comme dire hey, tu sais, va voir. Mm-hmm. Tu sais, va juste voir là, par rapport à ça, là, qu'est-ce qu'il pourrait y en être. Tu sais, je dis pas. Anyway, je peux même pas diagnostiquer. Là, fait que je veux pas y sonner une puce en mode je pense que t'as ça. Non, là. c'est ça. Tu veux être proactif à reconnaître des signes, symptômes de quelqu'un qui pourrait bénéficier d'avoir de l'aide psychologique, par exemple. Fait que surtout, tu sais, tout ce qui est lié avec l'alimentation, dans notre monde, tu sais, il y a des gens, là, leur pratique, c'est d'aider les gens qui ont des troubles alimentaires. Ouais, 100%. Mais ils sont pas psychologues. Mm-hmm. Ça, pour moi, c'est un énorme problème. C'est comme, non, tu peux, c'est comme dans le DSM, c'est là, ça. Là. Il y a pas, tu sais, c'est dans l'ordre qui peut tout choisir. Là. C'est pas moi en tant que coach qui va jouer avec ça, c'est pas vrai. Là. Fait que c'est ça pour le côté psychologique, j'ai toujours ça pour voir où, OK, ça, je vais demander d'aller voir quelqu'un par rapport à ça, voir ce qu'il y en est. Ouais. Peut-être l'ajout que je mettrais là-dedans, c'est les nutritionnistes qui ont développé cette expertise-là, parce qu'ils vont souvent avoir une collaboration, approche en nutrition, approche en psychothérapie pour les troubles alimentaires, mais ça reste qu'en nutrition, puis les nutritionnistes vont être d'accord avec moi, c'est vraiment, c'est une sphère spécifique, c'est une expertise précise, fait que les gens qui ont des défis reliés à l'alimentation, des troubles ou des fois qui flirtent avec ça, ils bénéficient d'avoir cette approche-là professionnelle. Ouais, 100%. 100%. Mais c'est ça, la majorité, c'est pas nutritionniste ni psy, c'est naturopathe ou je sais pas quoi. Qui vont voir, c'est ça que les gens font, effectivement. C'est ça. Ouais. Fait que ça, pour la psychologie, je m'outille de ça. Sinon, mettons, physio, tout ce qui est douleur, je fais rien. Tu me dis t'as de la douleur, c'est comme, faut voir un physio, je sais pas. Surtout, tu sais, ma blonde est là-dedans. Ouais, ça aide. Je sais à quel point je connais rien là-dedans. Comme rien là-dedans. Je commencerai pas à essayer de te patenter un plan pour... C'est pas ça, mon expertise. Fait que dès que quelqu'un me dit « Ah, j'ai mal dans le dos », je sais pas. Aucune idée. On va voir un physio. Fait que dès qu'il y a la notion de douleur, moi, je réfère automatiquement. Je pense que c'est la bonne approche parce que une des forces, je trouve, d'être un professionnel dans le domaine de la santé compétent, rigoureux, c'est de maîtriser son carré de sable. D'être le meilleur là-dedans et de savoir quand est-ce qu'on flirte sur la limite, quand est-ce qu'on a besoin d'aide, puis quand est-ce qu'on a besoin de carrément référer à quelqu'un d'autre. Et étrangement, tu vois, moi, ma pratique évolue, j'ai plus d'expérience qu'avant, je connais dramatiquement plus de choses, puis je n'ai jamais autant dit « je sais pas » qu'avant, tu sais, en fait, que maintenant, tu sais. Fait que c'est comme, tu sais, l'effet de Dunning-Kruger, là, tu sais, plus t'en sais, au début, t'es comme, wow, je suis le king, puis je connais tout, puis là, t'es un peu arrogant, puis après ça, tu réalises que finalement, plus t'as des connaissances, plus tu réalises qu'on va savoir plus de choses, mais on en sait peu par rapport à l'ensemble. Fait que je trouve que ça apporte de l'humilité d'avoir ces valeurs-là. Ouais, je pense en lisant de la science que ça m'a beaucoup amené ça parce que c'est comme s'il y a de la science pour, mettons, la motivation, il y a de la science pour la douleur. Ouais, ben oui. Fait que moi, j'ai-tu lu là-dessus? Non. C'est pas là-dessus que je fais mes lectures. Je veux dire, comment je peux t'aider là-dessus si j'ai rien lu? Ça veut dire que ça part de oui-dire, ça part d'opinion. Pour moi, ça fait aucun sens. Fait que tout ce que j'ai pas nécessairement lu, c'est pas mon expertise. Ben, je pense que c'est aussi, tu sais, encore une fois, ça témoigne d'avoir une rigueur, puis les gens vont te remercier d'avoir identifié qui est la bonne personne pour répondre à leurs autres problèmes, tu sais. Parce que veux pas, comme coach, là, des clients que tu as qui ont de la douleur, ça doit être fréquent en tabarnouche, tu sais. Étant très au courant de la prévalence des douleurs musculo-squelettiques, tu sais, surtout quand tu fais une pratique physique, ben, tu augmentes ton risque de certains types de blessures selon tes sports. Fait que, bref, les gens sont contents quand leur coach a dit, tu sais, comme, oui, on peut continuer à s'entraîner, on va adapter des trucs, mais comme,
prenons le temps d'aller régler ce problème-là en physio. Ouais. Si on conclut avec les messages clés que tu aimerais que les gens retiennent, tu as le droit à 3, 4, 5 messages clés. Si tu avais à dire, OK, dans l'heure de discussion, si les gens peuvent retenir ces 3 à 5 affaires-là, ce serait vraiment les bons messages à retenir. Qu'est-ce que tu penses qui est valorisant à retenir de notre discussion? Premier point, je dirais, si on veut perdurer à long terme dans ce mode de vie-là, santé, actif puis tout, faut qu'on l'aime. Fait qu'il faut prendre le temps de développer des passions sportives, de développer des buts qui font en sorte que quand que je m'alimente bien puis je sens que j'ai plus d'énergie, je vois que ça a un impact dans des projets qui me tiennent à cœur. Fait que ça, ce serait le premier point de l'importance comme que ça soit intrinsèque. Deuxième point, je dirais que l'espèce de discipline rigide qu'on pourrait penser que ça devrait être, c'est pas ça. Parce que, tu sais, la discipline, là, c'est quoi? C'est comme ça me tentait pas de faire un comportement, je l'ai fait pareil. Mm-hmm. OK, mais ça veut dire que tu avais des raisons de le faire. Bon, mais on parle de motivation c'est ici. ça. C'est toujours de la motivation, c'est juste un différent type. Exact. Fait que, parfait, ben, si j'ai des motivations qui sont autonomes parce que c'est intrinsèque puis c'est lié à un but intrinsèque, ben, je vais être discipliné, mais je vais pas sentir que c'est l'affaire la plus difficile de la planète. Fait que je pense encore là, c'est pas supposé être l'affaire la plus difficile puis rigide. Ça va pas nécessairement tout le temps nous tenter, mais c'est pas supposé être un fardeau, là, ce mode de vie-là. Puis l'autre point, je dirais que plus on va avoir une vie qu'on aime, puis qu'on, tu sais, des bonnes relations, un job qu'on aime, des passions, notre relation avec soi-même, plus tout ça va être facile à faire. Mais plus une vie manque de sens, nos différentes sphères correctes, plus tout ce qui est comportement santé souvent va être difficile, va prendre le bord. Fait que je pense que moi, c'est ça que j'essaie de faire, c'est que les gens soient le plus satisfaits de leur vie pendant qu'ils sont ici. Puis par la bande, ben, je sais que ça va influencer positivement leur sphère de la santé physique. Je pense que c'est des très bons messages clés. Je pense que j'aurais ciblé ces 2-3 messages-là aussi si j'avais à résumer notre conversation. Si les gens veulent te suivre, en apprendre plus, c'est le temps de plugger le site web, les réseaux sociaux. C'est où le meilleur endroit pour te retrouver? Si les gens jamais ont des questions sur ton service d'accompagnement, de coaching, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont aujourd'hui allumé une certaine cloche de « Ah, tu sais quoi? Je suis peut-être dû pour changer la façon que j'approche l'entraînement physique. » Où est-ce que les gens peuvent te retrouver? Ouais. Instagram, Hugo Le Cavalier, _ Ivo. EVO. Exactement. Ouais. C'est là que je suis le plus. Sinon, pour du plus long format où justement j'explique plein de choses, mon podcast Au-delà du physique. Fait que Spotify Balado, sinon sur YouTube, Hugo Le Cavalier, je vais mettre mes épisodes de podcast là. Ouais. Sinon, pour mon site web, c'est www.equipivo.com. Fait que ce serait les 3 places. Excellent. Puis sinon, retrouvez-nous sur Au-delà du physique pour l'épisode qu'on enregistrera ensemble. Ouais. De quoi on va parler dans cet épisode-là? On a déjà donné un petit teaser aux gens. De la douleur. Yes. Les mythes qu'on peut entendre là, à travers les réseaux sociaux, encore une fois. Puis je pense le côté aussi, si tu parles le lien entre la psycho et la douleur. Absolument. Clairement qu'on va aller là. Très cool. Fait qu'on va jaser de cerveau encore une fois. Absolument. Super. Hugo, merci pour ton temps. C'était vraiment une belle conversation. J'ai appris des choses. Je trouvais ça enrichissant. Puis je pense que les gens vont apprécier la conversation. Fait que je te remercie encore. Ben, merci à toi. À plus. Salut.